l'atelier sur la sécurité informatique que tu vas élargir à d'autres sujets? Ouais. Bon, l'idée, c'est qu'effectivement, on a repris un peu au pied levé lastminute.com ce sujet que j'ai quand même repris un peu dans sa globalité. Après, effectivement, enfin, en tout cas, je vais essayer de vous montrer un petit peu l'impact de la cybersécurité à divers niveaux, que ce soit au niveau on va dire, de la vie au quotidien, mais aussi, hein, finalement, qu'est-ce que ça implique chez les clients, puisque finalement, on va voir que les on a beaucoup d'implications. Alors, je vais peut-être commencer à partager mon écran. Est-ce que tu me dis si c'est bon? Mmh. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Je ne l'ai pas encore appuyé, hein, donc c'est pour ça que Mmh. simplement, voilà. Bien, ça C'est bon? marche. Tu vois mon écran? Oui, Parfait. Bon, je peux commencer? C'est OK? allons-y. Allez, c'est parti. Donc la cybersécurité. Alors, juste pour situer dans le contexte, moi, je suis à la tête d'une jeune société de conseil que j'ai montée il y a 2 ans. Et notre activité, elle vise à accompagner, des marques, dans le choix de leurs solutions et avec tout un éventail aujourd'hui, de prestations de services puisqu'on parle bien de ça, en fait. C'est-à-dire au-delà de la technologie, il y a beaucoup de services et pour rebondir un petit peu sur l'ensemble des discussions qu'on a eues cette journée, autour des métiers du digital et j'y reviendrai d'ailleurs notamment à la fin, bah, vous verrez que il y a toute une granularité de possibilités qui sont offertes et qui de fait peuvent être intéressantes pour les jeunes. Donc si on repart un petit peu de la genèse, et de la sécurité en tant que telle, heu, pratiquement tout a démarré à partir de l'ère d'Alan Turing qui était un mathématicien et spécialisé dans tout ce qu'on appelle les algorithmes autour de la sécurité. Donc il a malheureusement pas vécu trop longtemps puisqu'il est décédé en 1952, né en 1912. Et c'est véritablement à partir de cet instant, à partir de ce moment qu'on a commencé quand même à avoir ces premières notions je dirais après la Seconde Guerre, où on a commencé à parler informatique. Et en tout cas, les premiers algorithmes utilisés, viennent de chez lui. Maintenant, j'ai essayé de reprendre, histoire de vulgariser un petit peu les choses, à partir d'un sondage fait par Odoxa, finalement, quelle était la perception de cette cybersécurité auprès de tout le monde? Puisque l'idée, c'est pas forcément de s'adresser aux spécialistes et aux geeks, mais véritablement, est-ce que c'est quelque chose qui évoque, en tout cas, des choses auprès du grand public? Et à commencer, puisque quand on parle de cybersécurité, forcément, on va parler de protection des données. Donc la question qui a été posée a vraiment été celle en tout cas, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on se préoccupe? Bon, évidemment, le résultat est positif, puisque notamment au gré des médias et depuis un certain nombre d'années en tout cas, c'est un sujet extrêmement sensible. Faut savoir aussi que nos gouvernements et l'Europe aussi actent, en la matière puisque, vous êtes sans doute au courant de ce qu'on appelle, le RGPD, qui est la loi de protection des données au regard des clients à travers les plateformes de partage. Bon, tout ça, c'est pas du rêve. Ce ne sont pas que des mots dans des textes de loi, c'est véritablement quelque chose qui est appliqué et qu'on va de plus en plus vers cette, protection des données qui vise véritablement à vous protéger, vous, consommateurs. Mais on va voir que, c'est un monde qui est très compliqué et que en tout cas, toutes les idées que l'on peut avoir autour de la cybersécurité et des attaques, elles se passent à différents endroits. Maintenant, la ques donc j'ai comme ça une série de 3-4 questions, qui permettent à tous en tout cas, de vous interpeller sur le sujet et notamment l'une d'entre elles qui vise à finalement, en France, est-ce que c'est quelque chose en tout cas, que l'on craint et est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut être victime? Alors évidemment, la réponse là est également oui, il y a toujours un peu aussi un phénomène de peur, mais c'est un phén je dirais que dans ces occasions-là, il vaut mieux un petit peu avoir peur que ignorer le sujet. Et à ce titre-là, en tout cas depuis ces dernières années et moi-même et notre équipe étant, vraiment au cœur du sujet à travers nos différents métiers,
En tout cas, c'est un problème qui est pris à bras-le-corps, à tous les niveaux. Maintenant sur au regard des risques, de tout ce qui est cyberattaque, est-ce que c'est quelque chose où finalement, on a posé la question, est-ce que les gens sont suffisamment informés ou pas? Bon, la réponse, elle est plus mitigée puisque finalement, au travers des cyberattaques, je dirais qu'au-delà des informations distillées par les médias, on sait finalement pas trop ce qu'il en est. Forcément, tout le monde, on va le voir, entendu parler de virus, mais entre les virus et les cyberattaques industrielles, l'information, elle est pas forcément là. Même si là aussi, et on va le voir également, ce sont des connaissances qui sont de plus en plus, partagées au travers des écoles de formation, quelles qu'elles soient et donc bien entendu des opportunités de métier. Et là je termine par un petit peu un dernier sondage qui est sous forme de quiz où finalement on pose la question, en tout cas Odoxa pose la question à un large public, hein. Ce sont des sondages qui sont faits sur, plusieurs milliers de personnes. Ou très naïvement et finalement, est-ce que vous êtes équipé d'un antivirus? Bon, je pense que, heu, toute notre génération a vécu avec ça et que, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qu'on fait par habitude, mais là aussi, ça va dépendre des plateformes sur lesquelles on travaille, hein. On est habitué à installer un antivirus sur un PC, sur les autres plateformes, sur un mobile, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut ou pas? Donc il y a toujours quand même cette zone d'incertitude. Est-ce qu'on fait ces mises à jour? Bon là, je dirais que de façon un peu, récurrente, on a l'habitude de se faire ces Windows Update. Mais bon, vous voyez qu'il y a toujours cette part où une certaine partie du parc informatique n'est pas forcément protégée et donc à ce titre, il faut savoir que la faille de sécurité, elle va se glisser, comme on va le voir un petit peu à tous les niveaux et le seul moyen de la protéger, ça serait que l'ensemble des plateformes soient protégées à 100. Donc finalement, qu'il y ait 20 ou une dizaine de pourcents de plateformes non protégées, ça suffit à ce il y ait un risque d'attaque et alors bien entendu, là, c'est par contre plus préoccupant, c'est le fait récurrent de faire des backups des sauvegardes de ces données. Bah, là, je dirais aussi, hein, pensez-y puisque en tout cas au niveau des clients, alors ça arrive un petit peu moins au niveau des grandes marques parce qu'aujourd'hui la plupart sont équipés de systèmes, redondants. Maintenant, il faut, à votre titre personnel, je vous conseille plus que jamais d'avoir un petit disque dur et de copier ces datas. Voilà. Maintenant, je vais revenir un peu sur des faits marquants et cette année 2020 était assez riche. Alors riche, pour les raisons que l'on sait, mais aussi d'un point de vue attaque, jusqu'à s'inviter finalement, comme vous avez pu le voir, autour d'une élection présidentielle, notamment autour des élections présidentielles américaines, où il y a eu sans arrêt ces sentiments d'espionnage, d'attaque. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, il y a une grosse partie du vote qui est fait, de façon, digitale. Bon, bah, quelle est la finalement, et on peut le voir, alors même si je pense que, Trump est un petit peu dans un peu un délire, psychédélique, mais, finalement, quelle part de sécurité on a dans ces votes, digitaux? Et pour revenir au niveau des clients, bah, c'est d'autant plus vrai puisqu'en fait, on s'aperçoit que alors moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais, je suis assez sportif, je fais pas mal de vélo et quand on est arrivé cet été, au moment donné où on pouvait un peu sortir et s'aérer, bah, il s'avérait que toute la plateforme Garmin a été attaquée par un ransomware. Donc l'ensemble du service plus disponible, que vous ayez une montre, un compteur, peu importe, et comme beaucoup de choses sont liées à travers ces outils de connectés, hein, que tout à chacun peut avoir, bah, on s'est trouvé sans service, sans connecté, sans partage et comme de plus en plus ces outils utilisent des services qui sont ce qu'on appelle sur le cloud, hein. Quand on dit cloud, c'est-à-dire, sur l'internet, bah, finalement plus de service, voilà et on se retrouve avec un objet connecté, bah, qui l'est forcément un petit peu moins. Alors qui continue à vous indiquer votre rythme cardiaque, mais en tout cas, il y a plus cette analyse d'informations et ce service qui vous est proposé. Et ça a duré un certain temps, hein, ça a pratiquement duré jusqu'à la mi-août, entre mi-juillet et mi-août, c'est-à-dire plus d'un mois. Et pour votre information, Garmin a dû débourser près de 10 millions de dollars pour avoir cette clé, alors qui se présente comme ça, cette clé qui va en fait, ben, finalement reprendre le contrôle pour désinfecter l'ensemble du système d'information. Alors aussi bien côté exécutable, hein, on peut le voir là on voit qu'on a des clés de décryption et puis un petit exe qui s'appelle, Wasted Decryptor et puis également au niveau logiciel, voilà.
Et il faut savoir quand même, Garmin, c'est quand même un certain nombre de clients. Indirectement, ce sont aussi des informations clients comme, en tout cas des informations personnelles. Dans certains cas, si le système est plus ou moins protégé, on peut même remonter à des informations type bancaire. Donc vous voyez que tout ça, c'est pas anodin. Et en tout cas, c'est un exemple qui nous montre, et des exemples comme ça, il y en a eu à peu près 5-6 dans l'année, où 5-6 sociétés, en fait, se sont véritablement retrouvées un petit peu dans cette problématique. Et puis c'est quand même des millions de dollars à débourser pour retrouver une activité normale. Ça arrive aussi à des alors c'est aussi assez intéressant puisque, moi de mon côté, je suis beaucoup dans le conseil avec mon équipe. Bah, bien entendu sur le marché, il existe de plus grosses sociétés que nous en termes de conseil comme Sopra Steria, comme des gens comme chez Deloitte et cetera. Même ces grosses sociétés qui pourtant ont des expertises se sont retrouvées bloquées la mi-octobre, par exemple, dans le cas de Sopra Steria avec, tout leur système informatique complètement bloqué, à ne plus pouvoir envoyer un mail, toute la partie comptable bloquée, donc voilà. Donc véritablement, en tout cas, en tout cas, c'est un impact non négligeable. Alors d'autant plus quand on est société de conseil où en principe, on conseille justement les clients sur ce type de sujet. Vous pouvez imaginer en tout cas l'image de marque, tout ça que cela peut avoir. Après, je prends un autre exemple où là, je reviens côté client puisqu'à un moment donné, la plupart des clients, vont être amenés à faire un choix d'une solution. Et le choix de cette solution, en fait, comme tout à chacun aujourd'hui, que lorsque vous, hébergez par exemple une partie de vos données, sur un Dropbox ou sur un Drive, je vous dis de faire attention, hein, même si Dropbox est une société, en tout cas qui est estampillée sécurité, le simple fait, par exemple, moi dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui est spécialiste là dans cette partie-là, hein, qui travaille en tout cas sur tout ce qui est protocole de sécurité, mais aussi à un moment donné sur la partie hacking puisque c'est un double jeu, hein. Pour comprendre comment sécuriser un système d'information, il faut savoir aussi comment le hacker. Et de plus en plus, en fait, nous, avec les clients, on a aussi cette prestation de service où on propose ce qu'on appelle des pain tests, hein. C'est-à-dire, au regard de la solution qui va être choisie par le client, on essaye de la stresser au maximum pour voir comment, elle est capable de répondre. Et lors une dernière analyse qui a été faite par une société qui s'appelle Mulsoft, qui est connue dans le milieu, en fait, elle a demandé finalement au client, lorsque vous achetez une solution pour mettre vos données sur internet, quelle est votre première préoccupation? Et c pour la première fois cette année, très souvent, c'est une étude qui remontait plutôt des informations comme l'expérience utilisateur, bon qui est effectivement importante pour un client. Mais là, pour la première fois, c'est la sécurité qui est mise en avant et pas que simplement la sécurité. Vous voyez qu'il y a des éléments comme toute la partie, blockchain, toute la partie, stratégie autour du cloud, autour de tout ce qui est objet connecté. Donc tout ce qui va finalement être lié à un moment donné sur la mise sur internet de données, se retrouve vraiment comme les priorités majeures aujourd'hui pour les clients. Voilà. Moi, j'avais une question. Merci Frédéric. Oui. J'avais une question pour Frédéric. Pour les jeunes de 15 ans qui nous écoutent et qui s'intéressent à la cybersécurité pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, ça peut intéresser un jeune de 15 ans, une jeune de 15 ans aussi. Ça peut les intéresser parce que depuis ce matin, on leur dit que le numérique, que le digital, que l'informatique est un secteur porteur. Euh, Quand ils sont intéressés, ils font quoi à 15 ans? Quand ils se disent, eh ben, tiens, découvrir la cybersécurité, comment est-ce qu'on peut les accompagner? Où est-ce qu'ils peuvent aller pour trouver de l'information et découvrir ces métiers-là? Alors, ma première réponse, et elle est évidente, ça va être de dire, eh ben, à 15 ans, je vais faire mon stage de collège, mon stage de troisième, je vais faire peut-être un stage en seconde, et pour aller voir dans les entreprises qui font ça. Mais est-ce que tu as des idées, des conseils à donner à ces jeunes de 15 ans sur le sujet? Ouais, effectivement, ton analyse est juste, Malika, à ce niveau-ci. C'est vrai que, l'éveil, il commence très jeune. Je crois que, comme je le disais là dans un dans une discussion ce matin, je crois qu'à partir du moment où on a cet éveil, cet intérêt par rapport notamment à tout ce qui est sécurité, le 1er moyen finalement, c'est quand même déjà de jouer avec. C'est-à-dire, si on a la possibilité effectivement aujourd'hui, je vois tous les jeunes et je vois par exemple mes filles les premières finalement sont sur des tablettes, commencent à échanger des choses, à partager. Donc je crois que
le meilleur moyen, en tout cas, pour mettre le pied à l'étrier, c'est déjà, et puis à partir de 15 ans, on commence à devenir, entre guillemets, un petit peu adulte, bah, c'est s'intéresser au retour d'expérience. Moi, je me suis nourri tout au long, finalement, de ma carrière, à beaucoup écouter les autres, à beaucoup lire. Et aujourd'hui, on est quand même dans un monde où, finalement, on a accès quand même aux médias, à l'information de façon exceptionnelle, hein. À mon époque, on était plutôt allé chercher les livres dans les bibliothèques, ce qui est très bien et ce que je conseille toujours. Mais en tout cas, Mmh. aujourd'hui, on touche l'information de très près. Hem, donc beaucoup de formations, beaucoup de vidéos qu'on peut en tout cas qui peuvent, attirer les jeunes et en tout cas les éclaircir sur véritablement ces points-là. Maintenant il faut pas oser, il faut oser plutôt, ne pas hésiter à contacter aussi bah, des gens comme nous, hein, parce que aussi bien, toi que moi-même sur nos métiers, bah, on est toujours, et c'est ce que je dirais un petit peu à la fin de ma présentation, à la recherche, de jeunes talents. Et ne pas hésiter. Je crois qu'il faut faire aussi preuve d'audace et un peu de culot, c'est dire, bah, si on est intéressé, le meilleur moyen finalement de mettre un pied dans ce métier-là, c'est de montrer son intérêt, sur le sujet en contactant directement. Alors évidemment, quand on est jeune, c'est plus compliqué, c'est Alors soit j'ai une comme tu l'évoques, plateforme. Il y a plaquer, il y a passer par des plateformes ou par l'école, mmh. qui sont le relais aussi d'un certain nombre d'informations. C'est là aussi, je pense qu'il faut beaucoup, encore, travailler encore et encore la relation entre l'école et le monde, du privé, de Et les l'industrie. Mmh. associations et les plateformes qui existent. Alors, Merwan, je vois une question de Marwan qui dit et ou à 13 ans aussi. Alors moi, j'ai un conseil, c'est aussi d'aller sur la plateforme Job Earl, qui est une plateforme partenaire de notre forum et qui est le premier réseau social de lien entre les jeunes et les ambassadeurs métiers. Mmh. Donc c'est une plateforme où vous allez pouvoir vous enregistrer et rencontrer des professionnels sur les secteurs qui vous intéressent et poser vos questions. Et on va vous guider. Donc je suis aussi inscrite sur la plateforme. Frédéric est inscrit aussi sur la plateforme. Rémi aussi est inscrit sur la plateforme et on va pouvoir vous guider et répondre à vos questions dans le temps par rapport un peu à vos questionnements, à vos envies, etc. Donc, je mets le nom où Rémi va mettre le. Voilà, Mmh. Rémi a répondu, il a mis dans le lien. Et je retiens, aussi de l'intervention de Frédéric qu'en fait, quand on est jeune et qu'on cherche un espace où se renseigner sur la cybersécurité, on va tout simplement sur internet et on écrit des emails, on va sur les forums de discussion. Frédéric, avant de continuer ta présentation, nous avons déjà quelques questions sur, Oui, la première partie. oui. La première était: est-ce que tu connais le langage qu'ont utilisé, les pirates informatiques pour pirater, l'entreprise Carmine? Est-ce Oui, que, ouais, tu as alors, des en fait, dans défenses? la présentation, vous verrez que j'ai beaucoup de liens, en fait, interactifs qui sont présents. Et j'ai notamment sur le alors je vais revenir dessus là, sur ce cas client, enfin sur ce cas d'attaque, vous pourrez cliquer sur l'image et ça va vous emmener sur un lien qui va vous donner tout le descriptif, de tout ce qui a été fait. C'est-à-dire que c'est un exécutable Windows à la base, hein, comme on peut le voir, qui est allé attaquer directement un poste. Ce poste est remonté à travers, des mails clients et finalement on s'est retrouvé à travers un certain nombre de services à travers ce qu'on appelle des ingests HTML5, c'est-à-dire des injections de code dans dans des systèmes d'information. Tout ce qui est sur le web aujourd'hui est essentiellement tourné autour du langage JavaScript, d'accord? Donc Mmh. c'est un langage qui est communément utilisé. On a été beaucoup sur du PHP jusqu'à présent, mais de plus en plus, on est sur des interfaces que je ne sais pas si vous avez entendu parler, qu'on appelle AngularJS, React, et cetera. Bon, tout ça à la base, ce sont du JavaScript, mais Mmh. simplement l'exécutable Windows à la base, bah, il fait tourner des lignes de commande, hein, et vous le voyez d'ailleurs ici sur un install.cmd où en fait, il y a un certain nombre de routines qui vont tourner, et qui vont venir polluer finalement les codes sur internet. Voilà. D'accord, bah, très Mais en tout bien. cas, à chaque fois, vous trouverez le On lien. a, Oui, on Ouais. a d'autres questions? On a encore oui. Oui, on a encore beaucoup de questions. Une très simple, mais peut-être que beaucoup te la posent. Est-ce vrai que les iPads ne peuvent pas se faire pirater? Alors je dirais que tout peut se faire Ouais, pirater, et Frédéric, tu répondras. ouais. Alors en fait, d'ailleurs, c'est quelque chose que, du coup, j'amène sur la slide et qui correspond à ce sujet-là. Hem, En fait, aujourd'hui, tout système informatique est piratable. Le problème, c'est de savoir,
Un pirate, quand il va lancer une attaque, évidemment, l'idée, c'est d'embêter le plus de monde possible. Si vous regardez la figurine là, du camembert, bah, globalement, pratiquement 90 des systèmes installés dans le monde, c'est du Windows. Donc quand vous allez embêter des gens, bah, c'est quand même plus simple d'aller embêter 90 que 7 par exemple, qui correspond, ou 7-8 qui correspond à la plateforme Mac. Maintenant, si vous regardez, si vous prenez une vue macro et que vous sortez de cette analytics qui correspond à dire la part de marché, bah, vous voyez par exemple qu'en 2019, il y a eu beaucoup plus de virus sur le Mac que sur Windows. D'accord? Donc évidemment, ramener après au ratio du nombre d'appareils, bah, il y a forcément plus d'attaques sur même avec 5 là, comme je peux le montrer en haut à gauche, que sur un Mac. Après, sur la partie des mobiles, alors ça, c'est évidemment une question qui est intéressante et notamment j'ai mis un petit schéma en bas à droite qui est celui de Kaspersky. Kaspersky, je pense que tout le monde connaît, c'est un éditeur d'antivirus, dans le monde Windows et Mac, hein, d'ailleurs, bon, qui fait essentiellement son chiffre d'affaires sur la partie Windows, mais qui est aussi a aussi tout un tas de services liés sur la partie des serveurs puisque à partir du moment où vous avez du service sur internet dans le cloud, il faut bien vous imaginer que ceux qui fournissent ce service, bah, ils ont le même problème que vous, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils luttent contre ces antivirus et donc du coup, Kaspersky fait partie de ces, en tout cas de ces solutions. Bah, et vous voyez qu'effectivement sur mobile, depuis, on va dire 10 ans, le nombre de virus est, exponentiel. Alors aujourd'hui, la part entre les virus sur Android et sur Mac, bah, c'est un petit peu on va dire la même comparaison que PC et Mac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde entier, hein, même si autour de vous, vous avez éventuellement des gens qui ont plus d'iPhone qu'en d'Android, la part d'Android, elle est 80-85. D'accord? Donc là, c'est pareil, c'est plus facile d'aller embêter 80 des gens que 15, même si beaucoup de gens on a l'impression que beaucoup de gens ont un iPhone, il y a beaucoup plus de gens qui ont un Android, pour des raisons aussi, financières, hein. Un Android, vous commen pour 100 €, vous avez un smartphone, ce qui est pas le cas de l'iPhone. Après, Android a aussi une certaine vulnérabilité qui est due au fait que sur Apple, sur ses iPhones, en fait, a un seul système. Voilà. C'est-à-dire votre iPhone aujourd'hui, que ça soit un 5, un 6, un 7, un 8 ou un 9, il a exactement ce système, ce qui fait vraiment la rupture par rapport à un Android. Un Android, rarement vous le mettez à jour. Peut-être une version et encore, guère plus, ce qui fait que vous avez une fragmentation côté Android, où aujourd'hui, j'aurais peut-être pu vous le mettre, mais là où côté Apple, vous avez 90 aujourd'hui des gens qui sont sur iOS 14. Côté Android, vous avez à peu près une fragmentation sur les 7 derniers systèmes. Donc, de fait, cette fragmentation engendre plus, par exemple, d'insécurité. Voilà. Donc, tout ça pour vous montrer que PC, Mac, tout ça, c'est aussi une question de ratio de part de marché et qu'effectivement, quand vous avez 90 de part de marché, bah, vous êtes forcément plus infecté par des virus. Logique. Les pirates s'adaptent à ce qu'ils doivent pirater. Avant que tu puisses reprendre, on a peut-être Oui. une dernière question, puis les échanges vont reprendre à la fin de la présentation. Mmh. On a eu quelques questions sur le langage de programmation. Donc, tu nous as dit que c'est surtout PHP et Java. Mmh. Des jeunes parlent aussi de Python et C++. Il y Oui. a deux questions, en fait, je pense qu'ils ont. C'est pour débuter, où est-ce que je vais pour apprendre à 14 ou 15 ans à coder? Est-ce que tu as des sites? Bon, est-ce que tu as quelques conseils à leur donner? Et quel langage ils vont commencer? Par lequel? Est-ce qu'il y en a un qui est plus simple? Bah, je On- crois qu'en fait, on a une très bonne présentation là, ce matin là avec, alors je vais vous retrouver c'était le titre de notre présentation, hop là, c'était autour de, oui, j'étais avec Yael et Yael aujourd'hui en fait a fondé en tout cas est à l'initiative et a fondé une start-up qui s'appelle IT for Girls, justement avec, un programme pour collégiens qui s'appelle Scratch, qui est basé en fait sur du début de la programmation, qui fait d'ailleurs aujourd'hui partie des programmes de 3 Alors, je lui fais confiance parce que j'ai un petit peu moi lâché l'affaire de ce côté-là, même si ça reviendra assez vite avec mes filles, bientôt. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont faites et je pense que, en tout cas sur les liens là du site de
de la CIDJ, vous retrouvez un certain nombre d'informations liées à ces formations. Maintenant, il y a eu aussi beaucoup de choses qui sont ouvertes de la part des éditeurs. Il faut savoir aujourd'hui, quand vous faites une application, en résumé, en tout cas, si vous projetez, vous voulez, entre guillemets, «faire de l'argent», puisqu'à un moment donné, il faut aussi on va parler sous-sous, hein. La plupart des applicatifs sont faits soit sous Android, soit sur, iOS. Ces 2 systèmes, aujourd'hui, sont des systèmes qui sont complètement ouverts. Et aujourd'hui, vous pouvez, alors il y a peut-être pas encore, il y a un début d'initiative qui est faite en France, mais moi qui voyage beaucoup, je peux vous dire que toutes les écoles, par exemple, américaines, les enfants à 7 8 ans, ils ont ce qu'on appelle Classroom in a Book et ils ont un iPad, un Android et ils commencent à programmer très facilement et aujourd'hui ce qu'on appelle les Kid Tools aussi bien iOS qu'Android sont complètement accessibles, c'est très ludique, et là aussi l'apprentissage, il commence, comme le dit Yael, à 7 8 ans. Alors au niveau des langages, en fait, je dirais que le langage de programmation, c'est pas forcément l'essentiel. C'est un petit peu comme quand vous parlez anglais, espagnol, allemand. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'algorithmie, c'est-à-dire c'est le schéma de pensée qui va vous amener à créer une subroutine, et après on va adapter un langage. Donc, évidemment sur les langages web, on est plutôt PHP, JavaScript, le Python aussi, même si c'est plutôt, enfin, on va dire, c'est pas forcément celui qui est le plus en avant. Maintenant sur le C++, bah, oui, puisqu'à un moment donné, on va créer aussi des applications, des logiciels. Donc le C++, bah, je dirais, de fait, ça c'est aussi, la base. Le Java également, alors avec ses déclinaisons, hein, JavaScript et cetera. Beaucoup d'applicatifs serveurs aujourd'hui sont sur Java. Mais je dirais que véritablement, ce qui est important à la base, et on n'écrit pas un programme comme ça. Moi, au tout départ, quand j'ai commencé, j'étais sur du basique, du Pascal, donc il y a ça 30 ans et j'ai commencé moi par la programmation, hein, de fait où, de par on va dire ma certification en tant que doctorant, bah, tout le travail que je faisais se faisait autour de simulation, hein. Donc à l'époque, j'ai commencé avec du basique, du Pascal, Turbo Pascal, après ça a été du C, mais le plus important, c'est véritablement l'algorithmie, hein. C'est tout ce qu'on appelle le cheminement de pensée, finalement, comment on crée un programme. On déclare des variables, après ces variables, on va leur faire des petites actions qu'on va appeler des routines et cetera. Donc c'est par là qu'on commence et je pense en tout cas au regard de ce que j'ai vu, de ce que nous a montré Yael ce matin, les programmes là, tels qu'aujourd'hui qui sont lancés dans l'éducation nationale et au collège je trouve, sont vraiment bien faits, hein. Je dirais qu'à l'époque, comme disait Malika, qui a pas forcément commencé par ça, je pense qu'on serait tous développeurs si on avait eu, en tout cas, cette chance d'avoir ce matériel il y a 30 ans. D'accord, mais parfait. Très bonne réponse. Je te laisse continuer Oui, alors ta donc présentation et puis comme je suis allé un peu en avant, simplement je voulais au regard de tout ce qui est, donc cybersécurité, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on va atteindre un certain nombre quand les jeunes vont commencer à se former et cetera, ils vont intégrer des équipes. Je vous rassure, beaucoup de choses se fait par l'apprentissage, puisqu'on est dans des domaines qui évoluent en permanence. Donc c'est très compliqué pour une équipe aujourd'hui, de pouvoir, être au courant des derniers faits, il faut pratiquement que le professeur se forme tous les jours pour être au fait en tout cas, de toutes ces attaques. Maintenant voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et au jour d'aujourd'hui, en tout cas, comme je peux vous le montrer là sur cet écran, même ce qui est peut-être un peu technique, mais tout ça, ça répond à des normalisations et un éditeur quel qu'il soit, quand il va vendre une solution, il faut savoir qu'il va être soumis à ce genre de test. Voilà. Là, je vais revenir un petit peu sur des choses plus basiques, mais qui vont montrent tout l'historique finalement de tout ce qui est virus et vous voyez que ça remonte à plus de 20 ans tout ça. C'est-à-dire qu'au fil des années, on a eu un certain nombre avec, tous les trojans, hein, toutes les attaques, bien connues en tout cas qu'on a pu, enduré et qu'aujourd'hui, l'attaque principale, alors là, je pense que tout le monde en a entendu aussi parler à travers les médias, c'est ce qu'on appelle le ransomware. C'est ce que je vous ai montré sur Garmin et sur les sociétés de conseil. Finalement, l'attaque va consister à bloquer votre système d'information avec une clé et cette clé, pour la décrypter, on va vous demander de l'argent. Alors, ça peut être en bitcoin, hein, c'est cette monnaie numérique,
sur lequel vous devez, alors soit vous dites, «Je m'en fiche, j'ai un backup sécurisé, j'oublie tout et je repars». Je crois que vraiment la leçon de tout ça, et là encore, même les grands de ce marché n'en font pas assez. Très souvent, dans certaines sociétés, c'est un petit peu le parent pauvre en termes d'investissement. Il faut absolument investir et mettre de l'argent, puisque c'est, finalement la donnée des clients, elle est fondamentale, et qu'une attaque peut, véritablement détruire, non seulement une société, puis perdre derrière tous ses clients. On peut voir en tout cas aussi que les industries majeures en tout cas qui sont assujetties le plus en tout cas à ces attaques, c'est sans surprise qu'aujourd'hui on s'aperçoit c'est tout ce qui est service, hein, inévitablement qui est assujetti à ces attaques. On voit aussi que le domaine de l'éducation, aussi peut avoir un certain nombre d'attaques. Là aussi, alors c'est pas une question de compétence, hein, c'est simplement on est toujours dans ce panneau à un moment donné un petit peu qui on va embêter, on va dire le plus à ce niveau-ci. Donc voilà. Donc là, c'est ce le slide que je vous avais présenté. Il y a un autre type d'attaque, alors qui est beaucoup plus sournoise, parce qu'en fait, elle est directement dans les processeurs eux-mêmes, et je pense que vous avez aussi un peu, alors j'en ai cité une là, entre autres là, d'attaque qui était présente dans les processeurs Intel au début des années 2010. Donc voilà, donc là, c'est encore plus, sournois, puisqu'en fait, cette attaque, les programmes vont venir solliciter des failles de sécurité à travers des commandes passées dans le processeur. D'accord? Donc là aussi, il y a un très gros travail à faire, et c'est pas anodin. Par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a 15 jours, mais Apple a décidé de fabriquer ses propres processeurs et d'arrêter l'environnement Intel. Alors on peut se dire pourquoi? Il y a 2 causes essentielles. Bon, il y a un travail d'optimisation, parce qu'à partir du moment où Apple maîtrise le logiciel et le hardware, de fait, il maîtrise tout son écosystème, et pour les jeunes, si vous regardez les premiers benchmarks qui sont faits, c'est on a des applicatifs qui sont, globalement 3 à 4 fois plus rapides. Mais c'est en même temps, la possibilité pour Apple de maîtriser cette faille de sécurité qu'est le processeur. D'accord? Parce qu'à partir du moment où vous êtes tributaire de quelqu'un d'extérieur qui va fabriquer ces processeurs, c'est compliqué de tout vérifier, puisque là, on parle de puces au niveau, nano, hein. Voilà. Donc là aussi, si on retrace, toute l'ensemble des attaques, les cyberattaques qu'on a pu avoir tout au long de ces années, tout ça, ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Donc là, c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'il est important de former des jeunes, qui tout de suite puissent, et très jeunes, hein, au niveau du collège, qui puissent avoir cette appétence, et cette envie de tout ce, de toute cette technologie, puisqu'on on va mêler aussi bien du développement, du logiciel, ce qu'on appelle de la technique, voilà, et tout ça, ça embrasse des centaines et des centaines de métiers. Voilà. Alors, on a une Hem, question. oui? On a une question de Joshua qui dit: y a-t-il un site sur lequel je pourrais apprendre comment faire des tests d'intrusion et apprendre des bases en cybersécurité? Ouais. Alors effectivement, là aussi sur la slide de sécurité que j'ai mise ici, en fait, là, je vous ai mis un lien sur un site justement, qui propose en fait toute une série de tutoriels et d'apprentissage pour, justement comment procéder de la sorte. En sachant que, là aussi, vous avez énormément d'informations sur l'internet. Si vous Mhm. tapez, cyberattaque, si vous tapez, pen test, hein, si vous tapez attaque, enfin, ou test d'intrusion, vous avez un certain nombre d'informations qui vous seront délivrées. Mais dans les slides là que vous avez un certain nombre, vous cliquerez sur les slides, et vous irez directement sur un site que j'ai trouvé assez intéressant là-dessus. Rémi, tu pourrais mettre les liens sur le chat. Alors, il y a une question, Mhm. vers quel bac faut-il se diriger? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs, réponses, hein. Il faut savoir que, bon, suivant le cursus et finalement un petit peu l'évolution que vous aurez à travers le collège, le lycée, hem, aujourd'hui, toutes les branches de technologie, toutes les branches de formation, abordent cette problématique. Alors et comme on l'a dit, il n'y a pas que la problématique ingénieur. Même si, par exemple, des grandes écoles comme les écoles, centrales et autres,
n'ont pas forcément été les plus avant-gardistes à ce sujet-là, hein. C'est souvent plutôt des cursus plus, on va dire au niveau d'un BTS qui répondent de façon plus agile aux demandes des entreprises qui ont démarré ces formations-là. Donc globalement, si vous voulez être dans la technique, on va plutôt sur des bacs, plutôt orientés, alors, bon là tu vas rigoler Malika, parce que moi j'en suis toujours resté aux lettres A, B ou C, mais Non, on va parler de filières numériques et mmh, de filières scientifiques. voilà. Donc, Donc c'est mais là où je rejoins Frédéric, et on en a parlé ce matin, vous avez la voie normale, hein, donc j'ai mon bac et je fais une école d'ingé et je vais tout droit et je continue comme ça. Et vous avez toutes les voies parallèles. Et les voies parallèles, ça peut démarrer aussi, donc on a parlé de BTS, donc des formations courtes, où on peut ensuite commencer à travailler et à poursuivre ses études. Et puis vous avez aussi il y a beaucoup de développement et beaucoup d'alternants. Alors, je ne sais pas si, voilà, les adultes que vous avez autour de vous, mais il faut savoir que de plus en plus d'entreprises fonctionnent avec des formations en alternance. Voilà. Et donc, c'est une façon de démarrer, c'est une façon de tester, de voir si effectivement ça vous intéresse. Vous mmh. pouvez aussi démarrer par quelque chose de plus large que la cybersécurité en restant dans du scientifique, de l'informatique, et puis tester et voir si la partie pure cybersécurité vous intéresse ou si vous voulez rester dans quelque chose qui reste toujours attaché à l'informatique. Mmh, tout à fait, ouais. Et là, mais comme je dis souvent, hein, on devient, forgeron en forgeant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas hésiter, quand on est jeune. Après je dis aussi, hein, c'est pas parce qu'on a un mobile entre les mains et qu'on fait du Facebook ou de l'Instagram on devient spécialiste, hein. Ça va au-delà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller, un pas plus loin et vraiment s'intéresser à tout ce qui fait finalement cet écosystème. Et comme me disait Yael, effectivement, bah, le simple fait de commencer à coder, même si demain vous ne serez pas forcément développeur, en tout cas, ça va vous ouvrir des portes, aussi bien de connaissances que aussi que finalement d'accès à un certain nombre d'entreprises. Et je confirme aussi que la plupart des entreprises qui recrutent dans ce niveau-là, elles ne vont pas recruter à l'école centrale puisque ce sont plutôt des machines à faire. Aujourd'hui, plutôt des administratifs ou des ingénieurs de Mhm. très haut niveau, mais vraiment, on est plutôt sur des filières qui recrutent, après bac avec un BTS et vous en serez très heureux d'ailleurs. Voilà. Tant qu'on parle des entreprises, on a une question. Est-ce que tu peux nommer justement quelques sociétés ou entreprises qui accueilleraient des stagiaires sur la cybersécurité? Par exemple, des clients à toi. Est-ce que tu as quelques noms à donner que les Alors moi, jeunes je Alors, c'est après assez candidater auprès compliqué. d'eux? Moi, ouais, je vais déjà un peu démarrer mmh, parce que moi aussi, je suis dans un certain nombre de sociétés. C'est très compliqué cette année. La Covid est passée par là. Donc, les stages, voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en télétravail. On en parlait encore sur tous les ateliers numériques ce matin. Il faut savoir qu'on reste sur des métiers justement qui permettent ce télétravail. Donc, voilà, il y a beaucoup d'entreprises. La première chose, c'est pas évident d'encadrer quelqu'un qui ne connaît pas le métier de l'entreprise, au-delà de connaître cette entreprise-là, en interne. Donc cette année, c'est assez difficile. Et c'est pour ça que le forum que l'on a réalisé, qui est quand même dans sa 3e édition, on a moins mis l'accent sur les stages. Donc j'ai envie de vous dire tout à l'heure, à 17h, juste après cet atelier, il y a l'atelier de la GERCARCO avec les métiers de la protection sociale. Et la protection sociale, il y a des services informatiques et il y a des besoins voilà, il y a des équipes informatiques et les métiers à GERCARCO et ses affiliés et ses partenaires ont maintenu leur stage. Donc, je pense que ça vaut la peine de poser la question tout à l'heure à Sophie. Mais sinon, c'est globalement toutes les entreprises qui jouent le jeu sur le stage de 3e, le stage de découverte, sont des entreprises qui vont pouvoir vous faire naviguer sur différents départements de l'entreprise. Tu reprends Frédéric, hein. ouais, Merci bah, Malika. Ouais. ouais, alors je vais Tu veux arriver peut-être après. compléter ce que vient de dire. Tout à fait, ouais. Bon, au final, les cyberattaques,
en tout cas, le point qui va être crucial et problématique chez la plupart des clients, bah, c'est déjà des pertes d'activité, hein, puisque globalement, on est bloqué, qu'aujourd'hui, tout le monde dépend de son email et de son PC. Le plus difficilement, c'est la récupération de données du client et puis des pertes financières. Voilà, donc ça, tout ça derrière, il y a des enjeux assez importants. Bien entendu, tout ce qui est bancaire, là, j'ai pris un exemple d'attaque qui est faite à travers du JavaScript et un code qui est récupéré sur internet. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose qui est plus pratique, justement, qui est par rapport au métier. Heu, et ça reprend un petit peu les quelques slides, les quelques, présentations que j'ai pu faire ce matin là, ensemble. Hem, c'est quand même un milieu qui est exceptionnel de créativité et en fait, là, lors d'une étude que je faisais justement pour un client ce matin, je tombais sur ce graphe qui est assez intéressant où finalement ce métier du digital, en tout cas, est un vivier de talents. Je pense que vous avez tous entendu, par exemple, parler, alors ça vous paraît peut-être encore un peu loin, mais vous verrez que les choses vont assez vite, de Station F, où là aussi qui est un vivier de jeunes, qui créent leur entreprise, avec, à la tête Xavier Niel qui est en tout cas qui anime ça et on a cette chance, énorme au cœur de Paris d'avoir, et vous allez sur le site de Station F, hein, là par contre là, c'est aussi un très bon site, vous allez trouver plein d'adresses, plein de contacts, plein de jeunes. Vous pouvez même y aller, il y a des visites sont organisées, beaucoup de contacts sont faits là-bas et forcément quand on rentre à Station F, on en ressort avec un contact, un téléphone et plein d'idées. Voilà. Au niveau des métiers, bah, au niveau de la cybersécurité, on a toute cette partie informatique, hein, que j'évoquais ce matin qui est extrêmement importante puisque, vous imaginez bien si on a des attaques comme celle-ci, c'est qu'à un moment donné, c'est pas l'intelligence artificielle qui va protéger le matériel tout seul, hein, même si, c'est des choses qui commencent à s'envisager, mais, il y a toujours un travail auprès de l'ensemble des acteurs du digital, bah, d'avoir des gens qui maîtrisent l'outil informatique pour le protéger, aussi bien au niveau du poste client que des services autour du mail et cetera et cetera. Donc là, c'est un vivier pratiquement sans fin d'opportunités, hein. Il y a aussi cette vue-là que j'ai retrouvée en fait hier en creusant un petit peu. Au niveau des métiers qui recrutent, bah, vous voyez que tout ce qui est lié aussi à ce qu'on évoque, hein, la cybersécurité, tout ce qui va être lié au ce qu'on appelle le cloud ou la gestion des systèmes d'information. Donc là, ça va vraiment de la personne qui va s'occuper de la sécurité du PC à des postes plus importants autour de ce qu'on appelle le directeur informatique. Mais vous voyez que en tout cas, ce sont des éléments qui font vraiment partie des 10 métiers qui sont le plus demandés et très souvent aussi avec des CDI. Voilà. Là aussi, c'est important de le signaler, c'est que à partir du moment où vous êtes motivé, en tout cas, que vous faites preuve d'abnégation et de travail, c'est obligatoirement, on vous garde. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose aussi la question: «Mais où est-ce que je vais travailler?» Je pense que cette année va définitivement changer la norme, en tant que telle, où effectivement en France, on était à très, très peu de télétravail et finalement cette carte, elle montre un peu tout le travail qui reste à faire, où la plupart en tout cas des métiers vont en résumé se répartir entre l'Île-de-France et puis la région Rhône-Alpes. Bon, je pense que c'est quelque chose cette carte, elle mériterait d'être revisitée dans un an. Bien entendu, ça demande aussi beaucoup de mise en place, d'infrastructures. On sait tous que c'est pas évident lorsqu'on est un bout d'ADSL et il y a pas besoin forcément d'aller au fin fond du Cantal pour ne pas avoir internet, hein. Je suis le premier tentant à subir, même dans la région Rhône-Alpes, des coupures de connexion où il y a pas de 4G, où il y a plus rien du tout. Enfin, bon voilà, ça, ce sont des choses, tout ça qu'il faut positiver, il faut aller de l'avant et dans tous les cas, vous voyez que ces métiers de l'informatique, voilà, c'est forcément des métiers d'avenir. Voilà. Bon, simplement après, bah, je dirais qu'il faut pas hésiter aussi faut avoir le culot, hein, de temps en temps d'aller, de contacter les gens et moi le premier er à travers, bah, notre société, on est les premiers à toujours à chercher, des talents, des jeunes. Faut pas croire qu'on va forcément chercher, des gens non plus ultra diplômés. On a des très grandes sociétés dans notre pays
ont tendance à faire un peu la razzia sur ces gens-là. Après, ça reste un microcosme, hein, c'est-à-dire c'est vraiment c'est 0,001%, et 90% de la demande, parce que je dis, hein, c'est des gens qui ont un bac avec une formation en alternance, un BTS, et que ces gens-là, bah, on en a toujours besoin. Et voilà, c'est pour ça que même de notre côté et même de mon côté, de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous. Les opportunités, on les crée, et quand on les crée, quand on n'en a pas forcément, parce que bon, comme le précisait Malika, on n'est pas non plus dans des périodes où c'est forcément évident, mais en tout cas, on a aussi du réseau et la possibilité. Moi, je sais que de mon côté, je suis beaucoup en contact avec énormément de clients, d'agences, etc., qui sont toujours à la recherche voilà, de CV. Après, il ne faut pas hésiter. Je dirais même quand on est. Alors, après, il faut, en tout cas, quand on est jeune, il faut un peu chercher partout. Mais il ne faut pas hésiter. Tous les professionnels aujourd'hui sont sur un réseau qui s'appelle LinkedIn. Et là, pour nous professionnels, c'est un vivier de clients. Et ben, quand on est jeune, c'est un vivier d'opportunités. Voilà, et il faut Bon, il faut avoir peut-être un peu plus de 15 ans pour aller sur LinkedIn. Donc, en attendant, moi, je pousse les personnes à aller vers des sites comme Job Earl ou rencontrer aussi les différentes équipes du CIDJ. Donc, il faut savoir que ce forum est organisé en partenariat avec et Job Earl et le CIDJ, qui sont des professionnels de l'orientation et de l'accompagnement des jeunes, avec des méthodes différentes. Dans un cas, on a des particuliers, on a des professionnels, et dans l'autre cas, on a des ambassadeurs et des bénévoles comme nous qui souhaitons justement vous accompagner, vous, jeunes. Donc, et puis un jour, on espère vous trouver effectivement sur LinkedIn pour des stages et dans les secteurs du numérique, parce que si aujourd'hui vous êtes sur la cybersécurité, on va dire d'une manière générale, l'informatique vous a intéressé, vous avez raison. Vous avez raison parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a beaucoup de choses à faire, dont la cybersécurité. Et si la cybersécurité, au final, ne vous tente pas plus que ça, vous avez tout le reste de panel d'autres métiers autour de l'informatique. Très juste. Je pense, Frédéric, que tu vas recevoir quelques messages sur ton Twitter ou sur ton site. Hein, comme il a dit, n'hésitez pas. Ouais, Les jeunes qui participent. Non, mais Écrire Activo Consulting, ça recrute. C'était une présentation superbe. Voilà, il ne faut pas hésiter. Nous, on est là pour aider aussi les jeunes, et comme le fait très bien Malika aussi au quotidien. Et moi, en tout cas, si je peux apporter cette pierre à l'édifice, je le ferai très volontiers. Je fais souvent des formations même dans les écoles. Alors, par exemple, alors, je peux vous dire, très souvent, je le fais dans l'école d'ingénieurs, ou je l'ai même fait, par exemple, à l'ENA, à Strasbourg, puisque je suis de ce côté-là. Et je m'aperçois que voilà, il y a, il y a des appétences, mais de temps en temps, il y a aussi même entre guillemets, chez des hauts fonctionnaires, on n'est pas forcément dans le full digital. Donc, en tout cas, j'ai les contacts, je connais pas mal de gens dans ce métier-là, et ne pas hésiter en tout cas, à nous contacter. Il faut avoir du culot, hein, vous savez, dans la vie, à un moment donné, la porte, elle ne va pas s'ouvrir toute seule. Il faut beaucoup de travail, et puis vous enfoncez la porte, et à force d'enfoncer les portes, et je reprendrai d'ailleurs un bon exemple qui est celui de Thierry Marx, qui est un de mes chefs Qui vient préférés. de nous quitter, justement. Et quand Voilà. j'étais, je suis allée lui dire au revoir. Voilà, et qui est un parfait exemple. Si vous l'écoutez, n'hésitez pas à le réécouter, puisque je pense que tout ça va être disponible sur le site. Mais il est le premier, quand il a commencé, tout le monde lui disait qu'il allait rater. Puis au final, aujourd'hui, c'est une référence parce qu'il est allé enfoncer les portes, il est allé demander. Donc c'est ça aussi le digital. Et il vient de sortir un livre voilà, qui s'appelle « Celui qui ne combat pas ». Ouais. Vas-y. Ne peut pas gagner, bien sûr. Voilà. A perdu. Voilà. Oui. Exactement. Et donc, je pense que c'est une suite à l'atelier sur l'empowerment, sur le devenir. Donc, je pense que vous avez compris la technique. Et donc, avec toutes les questions très techniques que vous pouvez poser, cet intérêt, cette curiosité, c'est génial. Mais vous l'avez vu aussi, vous l'avez au bout d'un clic. Vous prenez votre souris, vous faites une recherche, au bout d'un clic, vous avez l'information et la formation. Tout à fait. En revanche, bien sûr. dès le départ, dès votre jeune âge, hein, Marouane a 13 ans, à 15 ans, vous avez besoin de compétences complémentaires qui sont des compétences humaines, de curiosité, de confiance en soi et de valorisation de ce que vous êtes et de vers quoi vous voulez aller. Je laisse Rémi conclure, ou Frédéric? On a encore un peu de temps, non? Je pense que. Alors, déjà, j'invite tous ceux qui nous suivent, les participants, à écrire leurs dernières questions s'ils en ont encore.
On peut scroller toute la discussion pour voir si on n'a rien loupé. Donc, il y a une question sur les slides. Je suppose qu'on va vous les envoyer par email. On va fonctionner comme ça. Frédéric nous envoie son PPT par email et nous, on vous l'envoie puisque vous êtes inscrit sur le webinaire. On peut l'envoyer après. Remontons alors. On a répondu comment débuter la cybersécurité à 15 ans avec Scratch, avec des tutoriels YouTube, en cherchant soi-même. Pour les hackers, c'est bon. Quels sont les meilleurs antivirus? Frédéric, on n'a pas eu ton avis là-dessus. Ouais, je pense que je vais pas sponsoriser une marque ou une autre, non. une marque ou une autre. Non, je dirais simplement, il faut, mais ça, c'est aujourd'hui, c'est rentré dans l'ADN de tous, c'est-à-dire qu'il faut simplement mettre à jour déjà votre PC, hein. Donc, soit vous le faites de façon automatique, soit aujourd'hui, la version de Windows 10 inclut un anti-malware, etc. Donc déjà, si vous faites ça sans payer en plus, ça sera déjà pas mal et vous serez déjà dans les 88% des gens qui font bien le travail. Après, au niveau des antivirus, que ça soit du Kaspersky, du Norton, etc., là, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui installent un antivirus et qui, derrière, ne le mettent pas à jour, donc autant ne pas en mettre. Voilà, c'est simplement se mettre à jour et ça suffira. Alors, très bien. Et bien, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Il y a une chose éventuellement qu'on peut dire, qu'on avait dit ce matin, c'est parce que beaucoup d'attaques se font à travers un email également. Et moi, je pense aussi à tous nos parents et grands-parents qui, quelquefois, disent: «Ah, tiens, j'ai Orange qui me demande de payer ma facture». Faites toujours attention au niveau aussi des emails qui sont extrêmement générateurs de virus. Et là aussi, il y a souvent plus à faire dans le filtrage des mails et la protection du mail que du PC lui-même. Voilà, donc Oui, c'est avant tout des bons comportements en fait. Tout à fait. Si on a un bon antivirus et qu'on fait n'importe quoi, on va se faire attaquer. Voilà. Je pense qu'on n'a pas nommé d'entreprise quand on demandait quelles sont les entreprises qui recrutent. Donc je sais qu'on ne va pas forcément faire la pub de l'un ou l'autre, mais quelques noms. Tu as commencé à parler de la tienne, Activo Consulting, Soprasteria. Voilà, où est-ce que les Sur jeunes cette peuvent aller? partie-là, Rémi, on peut pas, on a du mal, on va pas citer. Non, moi j'ai un message à faire passer, c'est que ce soit Frédéric ou moi, on travaille avec des grandes entreprises et elles recrutent, c'est vrai, mais dites-vous qu'il y a aussi beaucoup de petites structures qui recrutent tout autant. Donc les grandes, vous allez arriver à les retrouver facilement, c'est très bien, c'est une très belle expérience parce qu'il y a une organisation du travail, il y a des équipes, il y a une hiérarchie, etc. Donc il faut passer par là, il faut apprendre ça, savoir si on aime ou on n'aime pas. Mais vous avez aussi les petites structures. Oui. Et donc, surtout dans le domaine du numérique, et depuis ce matin, on le dit, le numérique, les entités, les entreprises recrutent dans le numérique à plusieurs niveaux, et qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. Donc, je pense que là, je préférerais laisser les jeunes chercher d'eux-mêmes les noms d'entreprises en France, en Europe d'ailleurs, hein, parce que avec le télétravail, le travail à distance, on n'est pas obligé non plus de se limiter à ce qui se fait en France. Très juste, non, mais c'est le bon message qu'il faut donner. Évidemment, il faut chercher par vous-même et apprendre. Et puis l'informatique, exactement. L'informatique et la cybersécurité, il faut aussi apprendre à parler anglais. Donc ça, je ne sais pas si on l'a dit aux jeunes, mais dans l'ensemble des formations humaines, etc., il faut aussi apprendre à travailler anglais. Alors, apprendre à parler anglais et apprendre la langue, ça sera moins compliqué pour vous parce que si vous apprenez à coder, il y a beaucoup de choses qui se font en anglais. Donc, vous aurez peut-être cette appétence et vous allez avoir envie de découvrir la langue, mais c'est quelque chose de primordial. On ne peut pas faire de la cybersécurité aujourd'hui ou de développer si on n'a pas de compétences dans les langues et en particulier en anglais. Voilà. Oui, ça c'est clair. Surtout que l'anglais va permettre d'apprendre de se mettre à jour, d'apprendre les dernières nouveautés. On a justement une question finale. Est-ce que Frédéric ou Malika, vous connaissez le concours Al-Kindi? Je viens de trouver sur Internet, hein, ça part d'une question, un concours de cryptographie. Non. Non? Bon, alors désolé pour celui qui a posé la question. Peut-être que toi, tu peux nous en dire plus sur le chat. On ne connaît pas Al-Kindi. Mais bon, vous voyez, ce qui prouve qu'on a toujours tout le temps à apprendre. Ouais. Ah bah oui, nous aussi, on continue d'apprendre. Hein. On a beau être senior, on continue d'apprendre. Et heureusement pour nous, d'ailleurs.
Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que quand on dit contacter les clients, il ne faut vraiment pas hésiter. Là, la semaine dernière, j'étais dans une discussion avec la RH de L'Oréal. Donc, on peut se dire, oulala, c'est le truc qu'on n'aura jamais. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des grandes marques françaises ont énormément évolué à ce niveau-là et ont des centaines de postes d'alternants. Au départ, bon, évidemment, au départ, quand vous allez commencer, vous ne serez pas en haut de la hiérarchie à dire, en résumé, à gérer la société, surtout dans ce type de grand groupe. Mais véritablement, il ne faut pas oser. Enfin, il faut oser, je veux dire. Il faut justement aller contacter ces personnes-là. Et aujourd'hui, les RH ont énormément évolué de ces grands groupes. Et moi, j'étais très surpris, en tout cas, chez L'Oréal, il y a véritablement une énorme division qui est consacrée à ça. Et ils sont prêts à accueillir des jeunes. Et pourtant, c'est L'Oréal. Donc, voilà, il faut Justement, simplement contacter les gens. là, pour le coup, L'Oréal, c'est aussi une entreprise que je connais. Et ils ont une équipe aussi qui est à la diversité homme-femme, diversité dans sa globalité. Et il y a un travail qui est porté à partir voilà, sur des grands dirigeants dans l'entreprise qui vont dans ce sens-là. Hein. Mm. Donc, bon, si Mhm. cela vous convient, on va passer à l'atelier suivant. Sophie nous a déjà rejoint. Bonjour Sophie. Bon après-midi. Merci Merci beaucoup beaucoup, Frédéric. Frédéric. Au revoir. Bon après-midi à Voilà. toi aussi. Au revoir les jeunes.